Bonjour et bienvenue dans notre émission Questions aux experts, une émission que vous, internautes abonnés de Pourquoi Docteur, vous regardez en direct et à laquelle vous pouvez participer en posant vos questions grâce à la boîte de dialogue située en bas de votre écran. Nous allons parler aujourd'hui des pertes de mémoire qui perturbent un peu la vie quotidienne de pas mal de gens, qui génèrent souvent de l'inquiétude parce qu'on fait parfois le lien entre ces troubles et des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Donc effectivement, il y a parfois de quoi s'inquiéter. Mais qu'en faut-il s'en préoccuper sans forcément dramatiser ? Et également, comment fonctionne la mémoire, comment l'entretenir. Nous sommes pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet en compagnie du docteur Stéphane Eppelbaum. Bonjour Stéphane Eppelbaum. Thierry. Vous êtes neurologue et vous exercez à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et nos internautes vont pouvoir, durant 20 minutes, vous interroger en direct sur tous ces sujets concernant la mémoire. Et parmi les questions qui nous sont déjà parvenues, il y en a une qui revient très régulièrement. Est-ce que les pertes de mémoire sont normales à partir d'un certain âge ? Et question subsidiaire, à partir de quel âge ? Oui, c'est la question qui revient très souvent en consultation. Je dirais qu'elles sont normales à tout âge, en fait. On a tous de grandes expectatives concernant nos mémoires respectives. En réalité, la mémoire n'est pas quelque chose de parfait et il faut bien s'attendre au cours de la vie à avoir de temps en temps des ratés et à ne pas se souvenir de tel ou tel fait. Par exemple, rentrer dans une pièce et ne plus se souvenir ce qu'on venait y chercher, ou encore avoir de la difficulté à retrouver le nom d'une personne qu'on connaît mais qu'on voit peut-être pas si souvent que ça, ou d'un acteur célèbre. Et donc tout ça, c'est absolument normal et non inquiétant. C'est ce que l'on appelle le trouble de mémoire bénin ou anodin. Cependant, c'est vrai que si ces troubles persistent pendant trop longtemps, moi je peux tout à fait concevoir qu'on s'en inquiète et qu'on vienne consulter à ce sujet, ce d'autant que parfois, alors rarement même, je devrais dire, ça peut être préfigurateur d'une maladie neurodégénérative, effectivement. Rarement, vous le soulignez. Rarement. J'ai une question un peu précise et qui recoupe beaucoup ce que vous avez déjà dit. J'ai 63 ans, il m'arrive d'oublier le nom de personnes que je vois pourtant régulièrement. Mes amis et ma famille me disent que c'est normal et pourtant, moi, je suis inquiet. En fait, il faut distinguer deux choses. L'inquiétude que l'on a pour sa propre mémoire et le fonctionnement réel de cette mémoire. L'inquiétude que l'on a vis-à-vis de sa mémoire, ça peut provenir d'un dysfonctionnement de sa mémoire, tout bonnement, mais ça peut provenir aussi du dysfonctionnement de quelque chose que l'on appelle la métamémoire. Métamémoire, ça veut dire la connaissance. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est la compréhension que l'on a sur le fonctionnement de sa propre mémoire. Comme on pourrait dire de l'introspection, les capacités d'introspection. Et parfois, certaines personnes sont très dures avec elles-mêmes, sont très exigeantes, plus que la moyenne. Et ces personnes-là, selon qu'elles seront un petit peu déprimées, par exemple, ou vont avoir tendance parfois à exiger trop de leur mémoire et à surréagir à chaque petit oubli, avoir l'impression que chaque oubli est dramatique, alors que c'est le lot quotidien de tout le monde. Alors justement, là, j'ai quelque chose qui m'arrive à l'instant. J'oublie parfois un mot, j'essaie de ne pas y penser. Mais ça me revient plus tard. Est-ce que c'est normal ? Oui. La réponse est oui. Vous nous rassurez. Et essayer de ne pas y penser, à mon avis, c'est la bonne attitude. C'est vrai que si ça devient préoccupant, à ce moment-là, quelqu'un de l'entourage réagira aussi. Et il ne faut pas hésiter à s'entourer d'amis ou de famille pour discuter avec eux du degré d'oubli, de l'intensité de ces troubles de mémoire et voir si eux sont inquiets à ce sujet-là ou pas. Et lorsque tout le monde est inquiet, là, il faut aller consulter, bien sûr. Et consulter d'abord le miroir de sa mémoire. Consulter d'abord le miroir de sa mémoire, s'auto-analyser. Oui. Une question assez précise aussi. Mon médecin m'oriente, parce que j'ai des troubles, vers une consultation mémoire. En quoi est-ce que cela consiste ? Oui, donc c'est une bonne attitude. Effectivement, si on a des troubles de mémoire préoccupants, la première étape, c'est d'aller d'abord voir son médecin traitant, qui peut, en consultation de médecine générale, faire passer quelques tests pour voir si les troubles semblent inquiétants ou pas. Si c'est le cas, si en tout cas il suspecte quelque chose d'anormal, il peut ensuite adresser à la consultation mémoire ou des tests beaucoup plus poussés qui durent environ 2 heures. Comment ça marche ? On pose des questions, on arrive à la consultation, on est généralement reçu par un médecin, neurologue, gériatre, psychiatre, ce sont les spécialités qui exercent en consultation mémoire. Et puis ensuite, on a en général des tests neuropsychologiques, c'est-à-dire des tests qui vont explorer les grands domaines
intellectuelle, la mémoire bien sûr, mais pas seulement, également le langage, la gestuelle, la concentration, le raisonnement. Tout ça va être étudié durant la consultation mémoire par une batterie de tests qui ont été développés spécifiquement pour cela et qui vont durer environ 1h30, 2 heures. D'accord. Alors, on a dit qu'on n'allait pas dramatiser, mais là, j'ai une question. Pourquoi les pertes de mémoire sont le principal symptôme évoqué quand on parle de la maladie d'Alzheimer ? C'est le symptôme le plus fréquent dans cette maladie. Il y a deux symptômes principaux de la maladie d'Alzheimer. C'est d'une part le trouble de la mémoire, et principalement le trouble de la mémoire des faits récents, c'est-à-dire la mémoire de ce que vous avez mangé la veille, des dernières vacances que vous avez passées. Et l'autre symptôme cardinal, c'est ce qu'on appelle l'anosognosie, ou la méconnaissance de ses propres troubles. Le défaut d'introspection dont on parlait tout à l'heure, un trouble de la métamémoire, mais cette fois-ci qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire que la personne qui développe une maladie d'Alzheimer a plutôt tendance à ne pas se plaindre de ses troubles. Et c'est souvent les proches qui vont accompagner le malade à l'hôpital. Et quand on demande au malade lui-même « mais pourquoi est-ce que vous venez me voir ?», il a tendance à rationaliser ou à minimiser ses troubles. Donc finalement, le plus on est inquiet de ces troubles de mémoire, le moins on est à risque d'avoir une authentique maladie d'Alzheimer. Voilà, ça je tiens à le préciser. J'ai une autre question en lien direct avec celle-là. Y a-t-il des formes d'Alzheimer sans perte de mémoire ? Alors ça existe, tout à fait. Il existe des variantes de la maladie d'Alzheimer, la plus classique étant quand même celle avec troubles de mémoire, mais il existe des variantes dans lesquelles les troubles de mémoire sont au second plan, et ce sont alors des maladies dans lesquelles on aura au premier plan des troubles du langage, difficulté à trouver le mot, on bute sur les mots, on a des difficultés de compréhension parfois, et puis il peut y avoir aussi des maladies avec troubles neurovisuels, c'est-à-dire pour percevoir une scène visuelle dans son intégralité, pour cibler des objets, etc. Une autre question qui revient souvent, est-ce qu'il y a un facteur qui est lié au niveau intellectuel dans les problèmes de mémoire ? Disons que je pense que la réponse la plus rapide, c'est de dire oui. Après, c'est complexe, c'est-à-dire des personnes qui ont fait peu d'études peuvent avoir une très bonne mémoire, des personnes qui en ont fait beaucoup plus peuvent avoir une mémoire moins bonne. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est quand même que la mémoire s'entraîne. Et donc, plus on l'aura fait travailler tout au long de sa vie, et meilleure elle sera, in fine. Il faut bien aussi distinguer les différents types de mémoire, parce qu'il y a la mémoire des faits récents, qui, elle, est à peu près équivalente pour tout le monde, mais il y a la mémoire dite sémantique, qui est la mémoire des connaissances sur le monde, qui, elle, va s'enrichir tout au long de la vie, d'autant plus... Avec différents niveaux en fonction de la d'autant plus qu'on l'aura fait travailler. Oui. Y a-t-il des médicaments pour préserver la mémoire ou la remettre en bonne forme, si je peux dire ? Alors, quand il n'y a pas de maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de médicament miracle, ni d'aliment miracle d'ailleurs, qui permet de booster sa mémoire, on va dire, ni huile de coco, ni oméga 3, etc. Rien de tout ça n'a prouvé son efficacité. Peut-être que ça marche, mais ce n'est pas prouvé. Ceci étant, ce qu'on sait, c'est que quand quelqu'un développe une maladie d'Alzheimer, il existe des traitements qui freinent, qui atténuent un petit peu les troubles de mémoire et qui freinent leur installation, mais ces médicaments ne sont actuellement plus remboursés. Mais en tout cas, ils ont un effet réel, bien que léger. Et question qui va tout à fait avec la précédente, y a-t-il des traitements qui aggravent la perte de mémoire ? On m'a parlé des tranquillisants. C'est vrai que certains médicaments peuvent avoir un effet amnésiant, c'est-à-dire qu'ils vont induire des troubles de mémoire, soit lorsqu'ils sont pris de façon ponctuelle, ça peut déjà avoir un effet amnésiant. La classe pharmacologique la plus réputée pour donner ce type de troubles, c'est les benzodiazépines, Valium, Lexomil, Lysanxia, Xanax. Tous ces médicaments-là ont effectivement un effet amnésiant ponctuel suite à la prise, d'autant plus qu'on va en prendre une quantité forte. Mais en plus, ce qu'il faut dire, c'est que pris sur le long cours, ces médicaments semblent augmenter légèrement le risque de développer une maladie d'Alzheimer. J'ai aussi des questions là-dessus, effectivement. Plusieurs internautes nous disent que leurs médecins les ont mis en garde contre le lien qui pouvait éventuellement être fait entre la prise de ces médicaments et une maladie comme Alzheimer. Tout à fait. C'est pour ça que ces médicaments, ils doivent être pris de façon ponctuelle, en cas d'angoisse passagère,
contextuelle. Et puis, leur prescription doit être réévaluée fréquemment par des médecins, les médecins généralistes, notamment les médecins traitants qui suivent les patients. Pourquoi ne se souvient-on jamais de sa petite enfance ? Alors déjà, je pense qu'on ne s'en souvient pas jamais. Certaines personnes ont plus de souvenirs que d'autres. Mais c'est vrai que la petite enfance se caractérise par une maturation du cerveau, donc des phénomènes de remaniement très importants qui se situent au niveau cérébral durant toute cette période. Et en fait, c'est une période durant laquelle la mémoire fonctionne extrêmement bien, mais pas la mémoire autobiographique. C'est-à-dire que c'est une période où on va engranger une quantité phénoménale de savoir. Par exemple, apprendre à marcher. Apprendre à marcher, ça passe par la mémoire. Le bébé, quand il naît, ne sait pas marcher. Donc c'est un autre type de mémoire qu'on appelle procédurale, mais qu'on ne peut pas expliciter. Ce n'est pas de la mémoire explicite, c'est de la mémoire dite implicite. Et puis le tout petit enfant va apprendre également une quantité impressionnante de choses. Par exemple, le langage va se développer dans la petite enfance. Donc ça nécessite aussi de la mémoire. Mais la mémoire autobiographique est un petit peu laissée de côté au profit de ses autres mémoires durant la toute petite enfance. On dit que ce sont les noms propres qui s'oublient le plus vite. Est-ce que c'est vrai et si oui, pourquoi ? C'est vrai parce que la plupart du temps, les noms propres n'ont pas de connotation sémantique. C'est-à-dire que lorsque je vous donne le mot brosse à dents, tout de suite, ça va vous évoquer à la fois un objet, mais également son utilité, peut-être sa couleur, la brosse à dents que vous avez chez vous. Une situation. Voilà, une situation. Donc c'est contextualisé par beaucoup de connaissances qu'on a sur le concept de brosse à dents. Lorsque je vous donne le nom Benton, je ne sais pas, peut-être que ça évoquera quelque chose chez vous, mais certainement beaucoup moins que brosse à dents. Donc on a du mal à faire des liens, et le cerveau fonctionne beaucoup comme ça pour la mémoire, en faisant des liens entre plusieurs éléments sémantique, donc les différentes connaissances qu'on a sur les objets qui nous entourent. Et en ce qui concerne les noms propres, en général, il y a beaucoup moins pour se référer à ce vers quoi ça renvoie. Est-il vrai que le cerveau efface des informations pour laisser la place à d'autres, un peu comme le ferait un disque dur qu'on nettoie? Oui, en permanence. C'est-à-dire, dans une journée type, on est confronté à des centaines de milliards d'informations. Par exemple, pour venir ici, j'étais dans une voiture et il y a des millions d'informations visuelles qui sont arrivées à mes rétines, mais j'en garde qu'une infime partie, et dans 10 jours, ce sera probablement complètement effacé, au profit des informations les plus pertinentes, les plus importantes pour moi, pour mon fonctionnement dans le quotidien. Alors, j'ai une question sur des personnes qui sont plusieurs à évoquer ce sujet. On apprend de moins en moins par cœur parce qu'il y a notamment Internet qui permet d'avoir des réponses assez faciles à tout. Est-ce que ça peut jouer un rôle dans la diminution des capacités de mémoire ? Je pense que oui et non. Oui, mais pas pour la raison pour laquelle on le pense. C'est-à-dire, je ne pense pas que Internet en tant qu'outil est au détriment des facultés de mémoire, parce que à ce moment-là, ça reviendrait à dire que l'invention du livre est au détriment de la mémoire, si vous voulez. C'est vrai que quand on écrit quelque chose dans un livre, on n'a plus besoin de tout retenir par cœur parce qu'il y a le livre. Bon, Internet, c'est pareil. Par contre, là où il faut faire attention, c'est sur l'utilisation des nouveaux médias et surtout à la préservation du sommeil. Parce que quand on est sur les smartphones, quand on est sur les tablettes ou sur les ordinateurs, y compris tard le soir, que ça génère un stress important, à ce moment-là, le sommeil va être altéré et de ce fait, la mémoire va être altérée également. J'ai une question qui me fait sourire. Je me souviens de ma jeunesse qui s'éloigne, mais où est passé mon téléphone ? Est-ce que c'est normal comme ça oui, on est dans de choses anciennes et d'être un peu perdu dans le quotidien? Si vous voulez, c'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire on mémorise les informations les plus pertinentes pour soi, c'est-à-dire je suis sûr que ce monsieur, même s'il se souvient de sa jeunesse, il ne se souvient pas de tous les événements qui se sont passés dans sa jeunesse, mais il se souvient des éléments clés. Et par contre, où est-ce qu'on a rangé son téléphone? C'est vrai que c'est quelque chose de complètement anodin, et à moins de le ranger toujours au même endroit, d'avoir de la méthode, ça arrive très fréquemment d'égarer tel ou tel objet. Mes enfants me disent que je me répète, alors que je ne me souviens pas leur avoir déjà dit les choses. Alors, à ce moment-là, ça peut signifier qu'il y a un trouble de mémoire léger qui peut justifier effectivement une visite chez le médecin. Et il ne faut pas négliger
Quand je disais tout à l'heure que le trouble de mémoire bénin n'orientait pas vers une maladie d'Alzheimer, je veux quand même souligner qu'il ne faut pas non plus négliger une plainte de mémoire, surtout si elle émane de l'entourage, et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Alors justement, là j'ai une question, comment distinguer une perte de mémoire entre guillemets normale et un symptôme d'une maladie plus grave? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Un, l'entourage, j'insiste sur ce point, mais le rôle de l'entourage est absolument crucial pour distinguer le trouble de mémoire bénin, totalement bénin, du trouble de mémoire un peu plus inquiétant qui orienterait peut-être vers une maladie neurologique, sans que ce soit non plus une certitude, quand l'entourage peut aussi surréagir à des choses anodines. Deuxième point, il faut qu'il y ait une répétition des oublis dans le temps, c'est-à-dire si c'est un oubli une fois de temps en temps, ça sera nettement moins inquiétant que si ça se répète au quotidien. Et puis, il y a un caractère aussi chronologique, c'est-à-dire si on a l'impression que les troubles vont en s'accentuant sur les 6 derniers mois, à ce moment-là, il ne faut pas négliger ce symptôme. Quand vous dites accentuation, c'est une augmentation du rythme, augmentation du rythme, des événements qui deviennent un petit peu plus difficiles à accomplir au quotidien, la gestion de l'administratif, du budget, des choses comme ça. À ce moment-là, il faut sans problème recourir à l'avis d'un médecin. Alors je vous rappelle que cette émission est en direct et que vous pouvez continuer à poser toutes vos questions grâce à la boîte de dialogue en bas de votre écran. J'ai une question là qui m'arrive qui va nous changer un peu de ces craintes du plus grand âge. Je travaille mes cours en écoutant de la musique. Est-ce que cela m'empêche d'avoir une bonne mémoire ou moins? Parce que apparemment cette personne qui a l'air jeune, ça semble lui réussir. D'accord, c'est très bien. Alors ça dépend des personnes, certainement, et peut-être que cette personne particulière fait le lien dont je parlais tout à l'heure, ce fameux lien sémantique, c'est-à-dire où on contextualise la mémorisation d'un souvenir. Par exemple, vous apprenez une leçon et peut-être que pour apprendre les points clés de la leçon, il se souviendra de certaines notes qu'il a entendues en même temps. Donc ça peut l'aiguiller sur ce phénomène-là. Mais en général, c'est vrai qu'on dit pour bien mémoriser, il faut avoir une attention dédiée à un sujet. Et c'est vrai qu'écouter de la musique ou regarder un écran en parallèle d'une tentative de mémorisation d'une leçon ou d'un cours, c'est plutôt pas conseillé, déconseillé. Quelqu'un nous demande, je n'ai pas de trouble de mémoire habituellement, en revanche, c'est quasi impossible quand on me demande quel livre je viens de lire ou quel film je viens de voir, de me souvenir du titre. C'est une question d'attention, c'est-à-dire la mémoire, ça fonctionne beaucoup de la façon suivante. Il faut d'abord faire attention à ce qu'on souhaite mémoriser, puis on stocke cette information et ensuite on doit la récupérer. Il faudrait voir si cette personne en particulier a bien fait attention au titre ou si c'est quelque chose qui l'intéresse que moyennement par rapport au contenu lui-même du livre, qui est peut-être plus pertinent pour cette personne. Et donc, si on n'a pas fait attention à la base, on ne peut pas avoir mémorisé in fine. Alors, on évoquait tout à l'heure l'entraînement de la mémoire, mais là, j'ai une question. Est-ce que la mémoire peut s'user à force d'être sollicitée ? Non, vraiment pas. C'est pas un phénomène qui va en s'usant, c'est plutôt un phénomène. La mémoire est un processus qui peut aller en s'entraînant, c'est-à-dire plus on va l'avoir utilisée au cours de sa vie et meilleure elle sera dans le grand âge. Quelle est la différence entre perte de mémoire et faux souvenirs ? Des situations qu'on croit avoir vécues. Oui, c'est deux situations qui sont presque opposées en fait. L'un est un symptôme dit négatif, c'est-à-dire il y a un oubli, une perte, comme un trou de mémoire, et l'autre c'est un symptôme productif. Alors on peut voir ça lorsqu'on fait des tests, nous on appelle cela des intrusions, quand on demande aux personnes de rappeler une liste de mots et qu'ils nous donnent un mot qui n'était pas dans la liste, c'est une intrusion. Mais il y a également des productions de faux souvenirs qu'on appelle parfois aussi confabulation, raconter de fausses histoires, que l'on voit en neurologie et qui nous orientent vers des causes un petit peu spécifiques de troubles de la mémoire. Qu'est-ce qui se perd le plus vite, la mémoire des mots ou celle des situations et des événements ? Ça dépend de différentes situations. Dans le vieillissement normal, c'est la mémoire des événements, clairement, qui est fragile avant la mémoire des mots. Mais dans d'autres maladies, je pense par exemple à une maladie qui s'appelle l'aphasie progressive, eh bien c'est la mémoire des mots qui va être altérée avant la mémoire des événements.
Et ce sera peut-être d'ailleurs une de nos dernières questions. Est-ce que écrire ses mémoires est un moyen de soigner sa mémoire ? Tout à fait. Encore une fois, en créant du lien. Et c'est vrai qu'il y a différentes façons d'indicer sa mémoire. Il y a d'ailleurs des spécialistes de la mémoire, des coachs en mémorisation et qui participent au championnat de France de mémoire, parce qu'il faut savoir que ça existe. Compétition. Je vous invite à regarder sur Internet. Et donc, ces personnes essayent en permanence de créer du lien. Alors, ça peut passer par l'écriture, par le dessin, peut-être dans le cadre de l'internaute dont vous parliez, par la musique. Voilà. Mais il y a tout un tas d'astuces qui permettent d'améliorer sa mémorisation en créant du lien. En fait, la mémoire, il faut savoir jouer avec elle. Exactement. Mais écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci Stéphane Eppelbaum, merci à vous pour votre participation et votre fidélité. Et nous vous donnons rendez-vous le 14 novembre pour notre prochaine émission Questions aux experts. Vous pourrez revoir cette émission sur notre espace Facebook à partir de demain, jeudi, et à partir de samedi sur le site Pourquoi Docteur. Au revoir.